Les Juifs de Syrie, c'est une nouvelle série proposée par Cécile Amsi. Ce matin, le témoignage de David, avec David, Elisabeth Picard, historienne, et Guy Sidbon, journaliste. J'ai 37 ans. Je suis originaire de Damas, je suis né à Damas. Et vous avez fui, c'est le mot exact, fui Damas il y a quelques années, alors ce qui est quand même une opération extrêmement risquée, d'après ce que j'ai entendu dire. Bien sûr, c'est-à-dire je me suis sauvé de là-bas en risquant ma vie. J'ai sorti clandestinement, c'est-à-dire de la Syrie. Dans le ghetto, dans le quartier où nous habitons, nous étions surveillés, bien entendu, mais ça suffit de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il passe ce ghetto-là. Bon, après on sera inconnu, c'est-à-dire ils savent pas exactement notre religion. Et après c'est plus facile une fois qu'on sort du ghetto. Voilà, proprement dit. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que j'avais lu que les gens n'avaient pas le droit de sortir du ghetto au-delà de 4 kilomètres, sans autorisation spéciale. 5 kilomètres, ouais. Ouais, c'est après 5 kilomètres, ça m'arrivait souvent qu'on devait partir dans un cinéma ou quelque chose, que c'était un peu plus loin, qu'il fallait une autorisation spéciale, c'est-à-dire une autorisation, inscrire notre nom, c'est l'agent de Mukhabarat là-bas avant de partir. Mukhabarat, c'est les services secrets? Il y a pas d'entrée et de sortie. Dans la vieille ville de Damas, une partie de la population juive seulement habite le quartier de la vieille ville de Damas, puisque je parlais tout à l'heure de moyenne bourgeoisie, beaucoup d'entre eux aussi sont dispersés dans les quartiers neufs, le reste de la population, ce qui est à proprement parler le quartier juif, d'ailleurs très anciennement, au moins depuis avant notre ère, de 2e, 3e siècle avant notre ère, c'est un des quartiers orientaux-ville qui jouxte les quartiers, et donc c'est à l'intérieur des grandes belles anciennes murailles de Damas. C'est un quartier très industrieux puisqu'on y voit beaucoup de petits artisans, et il y a beaucoup de boutiques auxquelles on peut acheter des dinandiers, des gens qui travaillent l'œuvre. Tout vous a paru parfaitement normal. Vous savez, tout nous paraît normal dans tous les quartiers, mais quand on a une famille d'amis qui est une famille sunnite, marchande de glace du quartier voisin, dont les 2 fils sont en prison de plusieurs mois sans qu'on sache où, ni pourquoi, 2 garçons de 20 ans, on peut dire que dans la famille, dans le quartier, tout a l'air normal aussi. On a affaire à un régime qui est policier. C'est marqué notre religion sur la carte d'identité. Bon, c'était marqué avant, c'était en rouge, en grand, Moussaoui, c'est-à-dire originaire de la date de religion de Moïse. Moussaoui en arabe, c'est-à-dire mosaïque, voilà. Et bon, là maintenant, après quelques années, la situation s'est améliorée un petit peu. Bon, il le marque plus en rouge, mais c'est marqué en bleu. Et en tout petit? Oui. En plus petit, mais c'est marqué quand même, mais voilà. Je veux dire, vous n'aviez pas de faux papiers pour partir, vous aviez vos papiers, et vous avez essayé de vous fondre dans la foule. Oui, bon, c'est-à-dire les frontières, elles sont pas fermées hermétiquement, donc bon, si quelqu'un il prend des risques, bon, il a une chance, je sais pas sur combien, de s'en sortir. C'est-à-dire bon, c'est pas de risque à 100%, mais le risque, disons, il est partagé. Mais tellement que c'était grave et c'était tragique vraiment pour des jeunes gens qu'ils sont traités comme ça, comme des chiens sans aucun droit. C'est-à-dire, j'ai fait les calculs et j'ai décidé, c'est-à-dire en risquant 50% même de ma vie, ça vaut le coup de le risquer. C'est mieux que de rester là-bas et d'être maltraité. Notre enfance, notre adolescence, c'est toujours par la peur. Toujours les parents, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Toujours, on était suivis. Toujours, on avait l'obsession qu'il y ait quelqu'un qui court, c'est-à-dire il est derrière nous. Parce que vous savez, les gens des Mukhabarat, c'était là pour nous surveiller. À chaque fois qu'on sortait, on regardait à l'arrière. On vivait dans une terreur vraiment constante. Toujours, la peur, c'est toujours, on n'avait pas d'avenir. C'est-à-dire, on sait qu'on vit dans un pays où on n'a pas d'avenir, on n'a aucun droit. Et
C'est affreux. Moi, j'ai resté, c'est-à-dire jusqu'à que je sortis la série, je savais pas que ça veut dire la mer. J'ai jamais vu la mer avant, jusqu'à que je sortis de la série. C'était interdit. Bon, il y a beaucoup des belles, des belles villes en Syrie, mais la malchance, j'ai jamais été à part Damas ou l'environ, disons, de Damas, les banlieues de Damas, ou c'est tout ce que j'ai vu de toute ma vie en restant en Syrie. Alors dans le ghetto ne vivent que des Juifs ou d'autres, des Arabes aussi, enfin non, des Syriens? C'est-à-dire dans les ghettos, ils vivent des Juifs et aussi des réfugiés palestiniens. Ils vivent dans le ghetto. Depuis quand ils sont là? Depuis 48, c'est réfugiés palestiniens, c'est-à-dire après la guerre de 48, il y a eu beaucoup de réfugiés. Et donc, l'autorité syrienne, ils ont donné ces droits, c'est-à-dire tous les appartements, les maisons de propriétés juives qu'ils ont quitté la Syrie. Donc, automatiquement, c'était cédé à, cette organisation palestinienne. C'est-à-dire, ils prenaient les appartements des juifs pour habiter les réfugiés qu'est-ce qu'ils venaient. Mais les relations doivent être très tendues entre Palestiniens et Juifs. Oui, bien sûr, c'était tendu. C'est-à-dire, pour eux, nous, qu'on a volé leur terre, donc automatiquement, il n'y avait pas de distinction entre un Juif et un Israélien, et c'était très grave. Nous sommes nés là-bas. Nous sommes avant eux. Eux, ils sont des réfugiés qui sont venus de la Palestine, disons, à l'époque. Mais nous, nos parents, nos grands-parents, ils sont nés là-bas. Mais il n'y avait pas de distinction entre Israéliens, et c'était ça le problème. Parce qu'ils disaient juifs. Avant tout, ils disaient yaoudi. Ils disent pas un Israélien. Ils disent pas c'est l'Israélien, ils ont pris nos terres ou quoi que ce soit. Ils disaient c'est les juifs. Carrément. Si vous voyez dans ce livre-là qui est marqué ici, il marque les Yahoud. Il dit jamais les Israéliens. Il dit les Yahoud. Et c'était grave. Bon, les enfants, quand ils nous voyaient le samedi partant vers les synagogues, ils nous voient bien habillés, bien machin. Eux, bon, ils étaient malheureux, il faut dire. C'est-à-dire sans chaussures, sans machin et tout ça. Et ils nous ont lancé des pierres. Bon, c'est les réactions tout de suite. Ils nous voient, ils disent c'est les Yahoud, c'est les Juifs. Bon, et ils se vengeaient de nous. Les enfants qu'ils sont enseignés avec la haine, avec le truc, c'est normal, je trouve. Et vous avez été à l'école, mais quel type d'école? Vous avez eu une éducation religieuse? Oui, j'étais à l'école Alliance ou Talmud Torah. On avait l'enseignement c'est-à-dire l'enseignement syrien, bien automatiquement. Bon, à part qu'on apprend un peu la religion juive, c'est tout, mais on n'avait pas le droit de. Mais à part ça, tout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait le programme normal de, le ministre de l'éducation syrienne. Tout à fait la même chose. Moi, j'étais obligé d'apprendre dans les livres de calcul quand j'étais petit, quand il y en a 10 juifs, on tue 5, combien il reste? Moi-même. Ça vous a fait vous rapprocher plus du judaïsme ou vous vous êtes posé des questions? Non, c'est sûr, ça m'a rapproché plus. Et moi, je le remercie beaucoup vraiment de me traiter comme ça, de trouver mes racines, et ça m'a encouragé beaucoup, vraiment. Parce que je crois que c'est un tort de nous traiter comme ça, parce qu'au contraire, ça nous approche plus de nos origines et plus de notre état et tout. Depuis 40 ans, deux communautés, la communauté juive syrienne, la communauté juive irakienne, sont otages. Je veux dire qu'elles n'ont pas le droit de quitter ce pays librement, qu'elles n'ont pas le droit de partir, qu'elles y sont persécutées, ce qui ne veut pas dire que chaque juif est tous les matins torturé. Non, c'est pas comme ça. Ils mènent une vie. Mais ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit de quitter leur ville. Ils n'ont pas le droit de s'éloigner de 5 ou 10 kilomètres, ça dépend du centre de la ville. Et ils sont pris en otage. Oui. Personne n'en sait trop rien. Ils sont en otage parce qu'ils sont en otage. C'est-à-dire que les premiers gouvernements syriens et irakiens, pour démontrer leur formidable volonté de combattre Israël au moment où ils ne faisaient rien contre Israël, forcément parce qu'ils sont beaucoup plus faibles et qu'ils seraient écrasés, alors avaient besoin de donner une preuve de leur combativité, et ils ont donné celle-ci au début. Puis les autres ont continué. Et le problème, c'est pas tellement eux, le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Nous sommes face à l'un des crimes les plus formidables. Oui, c'est le premier droit de l'homme, le droit de circuler, le droit de bouger, qui leur est dénié à deux communautés entières, de peuples, appelez ça comme vous voudrez, des milliers de personnes. Et ça nous laisse indifférents. Après, j'ai eu mon baccalauréat et j'ai commencé à aider mon père.
travaillé avec mon père parce que j'ai pas été à l'université après. Vous avez le droit d'aller à l'université? Il y a un numerus clausus? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on a le droit, mais disons, il faut avoir beaucoup plus de numéros. C'est-à-dire, si les gens qui sont fait partie de base là-bas, donc automatiquement, c'est le parti du pouvoir. Là-bas, donc automatiquement ces gens-là, ils sont prioritaires. Ça les suffit d'avoir le baccalauréat, même si c'est pas tout de suite automatiquement, ils ont le droit de rentrer à l'université. Et les autres, bon, nous, comment on appelle ça, numerus clausus, voilà, c'est ça. Si quelqu'un il veut faire un métier de médecin, bon, il faut bien travailler. Souvent, je connais beaucoup de jeunes qui étaient obligés de faire le baccalauréat plusieurs fois pour arriver à faire plus de numérus, c'est-à-dire si quelqu'un qui veut faire médecin par exemple, il faut qu'il fasse 200 sur 220. Donc c'est très très dur, il faut qu'il soit super bien pour arriver à faire ça. La situation s'est aggravée juste après 48. Voilà, c'est après 48, ça commençait. Bon, c'était avant normalement, disons, à partir de que les Français sont partis de la série en 46, quand c'est devenu la série indépendante. Donc à partir de là, ça commençait les choses, et surtout après 48. 48, la création de l'État d'Israël. Voilà, et comment vos parents vous racontaient leur vie avant 46, avant 48, ils vous en parlaient, comment vous leur avez demandé comment ils vivaient, comment est-ce qu'ils vivaient avant ces dates-là? Avant ces dates-là, bon, je crois que la situation, elle était meilleure. Il y avait de liberté, c'est-à-dire les gens circulaient, partaient, il n'y avait pas de problème. Et je suis sûr, c'est-à-dire nous, on a vécu le mauvais moment, c'est-à-dire pour eux. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire, ils ont vécu justement le temps des Français, là-bas, 25 ans d'existence de mandat français en Syrie, c'était leur époque. Donc, ils ont vécu sans problème. Bon, il y avait des fois des accrochages comme ci, comme ça. C'est quand ils ont commencé les événements, bon, on peut dire après... vers les années 36, comme ça commençait des petits trucs, bon, mais c'était pas tellement grave. Vous avez aussi appris l'hébreu là-bas? Oui, on a appris l'hébreu, simplement lire l'hébreu pour faire les prières, c'est tout. Mais jamais écrire, non. L'hébreu, simplement, on savait pas qu'est-ce que ça signifie, c'est tout. C'est-à-dire, on savait lire les prières et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait le droit. Et écrire, non, jamais. Alors, est-ce qu'il y a des cas de gens qui, par rapport à ces conditions, renient entre guillemets leur judaïsme complètement et essayent d'échapper à cette condition infernale? Non. Je crois on a gardé nos religions pendant 2000 ans. Normalement, on a passé beaucoup plus d'époques et tout ça. Notre religion, on a toujours gardé. Non, je crois pas. Même s'il arrive, qu'est-ce qu'il arrive dans la clandestinité, dans les trucs. Mais personne n'est arrivé à nier son religion. Au contraire, avec le moment dur, on s'attache beaucoup plus à notre religion. Il faut voir la majorité des gens, comment ils vivent. Hein. Il y en a quelques-uns qui donnent des exemples, qui leur donnent le droit de sortir, de visiter à l'extérieur et tout ça, mais ça présente pas tout le monde, ça présente quelques personnes, c'est tout. Mais c'est fait exprès, je crois, pour améliorer l'image de... C'est sûr. Oui, il faut, pour dire au monde, va regarder, voilà, des touristes syriens, qu'ils sont très très bien, qu'ils sont commerçants, qu'ils sont des grands magasins là-bas, qu'ils sont riches et tout ça. Il y en a. C'est pas qu'il y en a. Il y en a des gens qui sont des magasins et tout. Mais, il faut voir la majorité. Même les gens qui sont riches, les gens, ils disent, moi, je veux beaucoup de monde, qu'ils sont prêts à tout laisser pour partir. Je connais. Il y en a beaucoup des exemples. Maintenant, les gens qui se sauvent dernièrement, tous des gens qu'ils ont laissé des magasins, ils ont laissé beaucoup d'argent, que ça montre la liberté n'a pas de prix.
Les Juifs de Syrie par Cécile Amcy, avec la participation de David, Elisabeth Picard et Guy Sidbon. Mixage Myron Merson, réalisation Jacques Taroni. Demain, la Syrie pluricommunautaire.